C'est bon. Ok. Alors, Erev Tov Koulam, hein. Bonsoir à tout le monde. Et donc, notre rendez-vous hebdomadaire tous les lundis. Bon, 2 semaines passées, on a eu des petits couvis, mais bon, au prochain, on n'abandonne pas, on reprend. Et donc, ce soir, je vais vous faire partager avec vous, faire profiter des quelques petites halachot très, très démarrées, très pratiques qui m'ont été soumises. D'abord, comme d'habitude, quelques mots sur l'actualité de notre Torah, hein. Vivre avec son temps, vous le savez, le mot du Admor Azaken, c'est vivre avec la paracha. Et donc, la semaine passée, c'était les derniers jours de Youssef. Et on est passé donc après avoir dit Chazak, Chazak, Benit Chazek, ça a renforcé dans la fin de Bereshit, et bien on est passé à Shemot, et comme vous le savez tous, au début de l'exil. On ne voit pas la vidéo. Eh bien, Gérard, vous me voyez toujours? Allô? Gérard, vous m'entendez là? Allô? Il n'y a pas de réaction. Allô, Gérard? Allô, allô? Il n'y a pas de vidéo. Vous m'entendez là? Oui, on vous entend, mais il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas le son non plus. Pas de vidéo. Bah, il faut voir avec Gérard. Bon. Ouais, on n'avait pas. Ok, donc signalez-le. Hein. Gérard, voilà, il paraît qu'il n'y a pas de vidéo. On n'entend que ma voix. Bon, je continue. Bon, je l'ai coupé et remettre. Peut-être c'est un problème sur le téléphone. Ok, allez-y. C'est bon là? Vous entendez toujours? Allô? Bon. Bon. Gérard, vous êtes là? Dites-moi que vous entendez quelque chose. Allô? Non, pas de réaction. Gérard? Allô, allô? Gérard? Vous m'entendez? Oui, on entend. Ah, vous m'entendez? Donc, je peux parler là? Oui, oui. Attendez, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais appeler Gérard. Peut-être que ça va changer des choses. C'est bon, on voit le robe. Allô, Gérard, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Hein, Là, c'est bon, on vous voit là. Vous entendez là? Oui, oui, on vous entend, il y a le son. Ah bon, ça va, parce qu'on ne voyait plus à un moment. Ok, très bien. Rav Zavi, Oui. vous acceptez les gens quand ils viennent. Vous acceptez les gens. Ah, j'accepte maintenant, pas de Oui, problème. oui. C'est pas vous qui le faites comme d'habitude, c'est moi qui le fais. D'accord. D'accord, je le fais. Ok, alors donc je disais,
Donc, je disais que on arrive donc au dernier jour de Yom Kippur, et je voulais vous apporter une petite chose. Et bon, j'aurais encore un problème. Je n'ai pas le bouton pour accepter les gens, hein. Je n'ai pas de où appuyer. Il est Bon, sur c'est votre bon. écran, mais vous ne le voyez pas. Je ne le vois pas, absolument. C'est marqué 2 personnes sont entrées, mais il n'y a pas le bouton où appuyer. Quand j'appuie, ça enlève toute l'image. Je sais pas. Nous, Bon, on vous entend, de toute façon. ah, voilà. Ça y est, maintenant, voilà, admettre. Voilà, maintenant, ça arrive. Admettre. Voilà, c'est bon, on peut C'est y bon. aller? Allez-y, oui, c'est bon, allez-y. Ok, on y va. Alors donc, je vous apportais un Zohar qui dit la chose suivante. Il dit il pose la question plus tard. Comment se fait-il que Yaakov Avinu a fait tellement d'efforts, il a fait l'Ishtadout pour être entré en Eretz Israël à Ma'alat Marpella. Par contre, on voit que Yosef, apparemment, il a renoncé pour diverses raisons techniques, pragmatiques, parce qu'il pensait que le pharaon n'accepterait pas de le laisser partir parce qu'il a porté la bracha en Mitzrayim, c'est lui qui avait enrichi l'Égypte. Et donc, finalement, il a accepté, mais il a demandé donc à ses frères et à ses descendants de transporter ses ossements au moment où, à la fin de la galoute d'Égypte, il quitterait l'Égypte pour monter en Eretz Israël. Le Zohar ajoute quelque chose d'extrêmement intéressant. Il dit qu'au fond, la kavana profonde de Yosef Hatzadik, c'était qu'il savait que sa présence en Chutz Haaretz, en Eretz Mitzrayim, la terre sur laquelle c'est marqué Ervat Haaretz, la terre qui était la plus corrompue de l'époque, eh bien, d'être entré là-bas, comme nous savons, donc les endroits que nous allons pèleriner, ce sont des endroits kadosh, et donc, il voulait rester, d'après le Zohar, ce serait très intéressant que vous avez cette chose-là, il voulait que ces ossements restent tout le temps de la galoute en Égypte pour être méguine sur le cas d'Israël. Donc, on voit déjà le côté prophétique des Havot et de leurs enfants, et de prévoir donc le bien de leurs enfants. Et je vais apporter un deuxième point, une histoire que le rabbi avait rapportée. Lorsque le Tzemar Tzedek était enfant, vers 5 ans, il sortait du Cheder. En sortant du Cheder, il a demandé un entretien à son grand-père, le Admor Zaken, et il lui a demandé, grand-père, papy, ou Zaide, il disait en yiddish, comment se fait-il qu'il soit marqué que les meilleures années de la vie d'Yaakov Avinu, c'était en Égypte? Certes, il avait des conditions favorables, mais dire que les meilleures années de sa vie étaient en Égypte, comment c'est possible? Il avait du mal à imaginer, à comprendre cette chose-là. Dans un premier temps, le Admor Zaken lui répond, il dit, c'est une bonne question. Et il lui répond, regarde ce qu'il a marqué. Il avait envoyé Yehuda en Eretz Goshen pour préparer un Bet Torah, on appelle une yeshiva, pour préparer un endroit où on pouvait s'épanouir dans l'étude de la Torah. Et selon l'expression connue, Mardo Eretz Israël, fais là où tu es Eretz Israël. Et donc, ils ont créé Eretz Israël en Eretz Goshen en Égypte. Ça a satisfait, on va dire dans un premier temps, le Tzemar Tzedek. Il a dit que donc, ça veut dire qu'on peut être en route salaret, on peut être en galoute. Malgré tout, si l'endroit de la galoute, on fait un endroit où on peut étudier la Torah, où on peut créer des endroits de Kedusha, alors on peut comprendre que les meilleures années de Yaakov Avinu puissent être en Égypte. Ça, c'est, on va dire, le premier niveau de la compréhension de l'histoire. Dans une sikha, on aurait bien approfondi. Il dit que finalement, si on approfondit un petit peu, ok, on peut comprendre qu'on puisse vivre en route salaret, en galoute, dans des conditions difficiles, mais lorsque l'on crée des conditions de Kedusha, des choux, des chivotes, des kolélim, toutes les conditions favorables pour se développer, alors on peut vivre de bonnes années. Par contre, dire que les meilleures années de Yaakov, c'était en Isère Goshen, ça c'est déjà plus difficile à comprendre. Les meilleures années, ça voudrait dire quoi? Vivre en route salaretz dans un milieu yeshivique, ça serait mieux que d'être en Eretz Israël. Je parle d'Eretz Israël
Abnouia, bien sûr, reconstruite avec le Beth Amikdash, avec toute la Kloucha qu'il puisse y avoir là-bas. Eh bien, nous dit le rabbi, il dit, il y a un autre niveau de compréhension de ce Sipour. Il a dit la chose suivante, ça pouvait être les meilleures années de Yaakov Avinu, donc le Bechir des Avot, le plus grand des Avot, parce que le travail qu'on pouvait faire dans les Goshen, dans un endroit en soi obscur, avec des forces qui s'opposent, eh bien, cela, c'était quelque chose que même en Eretz Israël, ils ne pouvaient pas obtenir, selon l'expression chassidique que vous connaissez, Yitron Haor Abba Min HaKosher, que la lumière qui sort de l'obscurité est encore plus lumineuse. Donc le fait, encore plus lumineuse. Donc le fait que c'est en Eretz Goshen, dans la terre la plus dépravée de l'époque, faire un makom comme ça de Gdusha, c'est vraiment tout le but, tout le projet d'Hachem de faire ce que l'Arsinut appelle, comme vous le savez, Dira Patatonim, la Dira pour Hachem dans ce monde. Et donc, d'obtenir encore un meilleur résultat hein, que dans un endroit où c'est tout le collège. Donc ça, c'est un grand idoute pour nous, un grand réconfort et encouragement pour nous, de savoir que lorsqu'on est dans des endroits l'Abdavka de Gdusha, que nous-mêmes nous créons notre Gdusha dans tous les endroits où on peut aller, et on fait un Betorah, on étudie, on prie, on fait toute la Avodat Hashem avec toutes nos kochot, eh bien le résultat est encore mieux que lorsqu'on est dans tous les endroits, dans les endroits qui sont Koulo Kodesh comme Eretz Israël. Voilà donc les deux niveaux d'interprétation de l'histoire avec le Tzemar Tzedek. Donc créer un Betorah, et en plus dans un endroit obscur, alors la lumière est encore plus grande que lorsqu'on est dans une chambre éclairée. Voilà donc, et on finit, ça comment on finit, une fois qu'on a intégré cet enseignement, on finit, le dernier mot qu'on a lu, avant de faire la bracha, c'est pas un F-sec, la dernière bracha de la paracha de la semaine dernière, donc de Vayechi, Chazak, Chazak, Ben Chazak. Ça veut dire, tout ça, ça nous donne des cochotes pour pouvoir ensuite affronter la galoute, parce qu'on n'oubliait pas qu'après tout ça, c'était la galoute d'Égypte, c'était la servitude, c'était vraiment des horreurs, hein, si on regardait les Midrashim. La xéra, l'horrible xéra du pharaon de jeter tous les mâles, tous les enfants mâles, les garçons donc dans le Nil, de les noyer, et les filles, par contre, au contraire, de les gâter, hein, comme il faut, hein, comme le rabbi Medayek, la xéra, c'était aussi bien d'éliminer les garçons qu'au contraire, de gâter les filles. Pourquoi? Les gâter, leur donner tout ce dont elles avaient besoin. Vous avez besoin pour finalement arriver à une mort spirituelle, c'est-à-dire l'assimilation totale dans la civilisation égyptienne, dont on sait comment elle est sortie finalement, elle a été détruite parce qu'elle était arrivée au dernier degré d'impureté. Donc, Razak, Razak, Benit Razak, et on part dans notre abola. Voilà, donc après ces quelques mots, je vais vous dire quelques chélotes intéressantes, hein, je vais les partager avec vous. Et ensuite, on va reprendre Bezat Hashem, donc notre cycle de Halachot Shabbat, qu'on a quitté depuis un certain temps, on a fait beaucoup de sujets. Donc, Halachot qui m'ont été posées, d'abord, la première, la suivante. On en a vaguement parlé lorsque on a fait les Halachot Bilat Kedim. Une personne a été invitée chez un ami qui lui a acheté bon, de la nourriture cachère, tamponnée, empaquetée. Et pour être sûr qu'il n'y aurait aucun problème de cache-route dans la vaisselle, il s'est même permis d'acheter de la vaisselle neuve. Et il était tout content donc d'offrir un repas dans la vaisselle neuve qu'il venait d'acheter pour son ami. Il dit voilà, rassure-toi, regarde, tout ce que j'ai acheté, il y a des tampons dessus, les meilleurs Herchérim et de la vaisselle neuve, donc il n'y a pas de risque. Alors l'ami, elle ne peut pas s'empêcher de demander, elle est trop neuve pour être honnête, ta vaisselle, est-ce que tu la prends pas au budget? Waouh, tombe des nues, il est à peine au courant, il ne pensait pas que c'était vraiment une obligation, que c'était l'Abdavka, etc., etc. Donc la Sheila se posait, tout le repas a été présenté sur une table dans les kélis non trempés, aussi bien des kélis en verre, qui exigent vraiment un trempage, que d'autres kélis en porcelaine, sur lesquels il y a une minage de tremper, etc. Couteau, tout était donc posé sur la table. Alors on m'appelle, la précipitation, on me dit voilà, maintenant tout le repas est là, et c'est dans les kélis mon cachet. Est-ce qu'on jette toute cette nourriture?
Alors là, je vous rassure, voilà le psaq-din. Le psaq-din, c'est que l'utilisation d'une vaisselle non trempée, et pas passée au mikvé, n'invalide pas la nourriture. La nourriture, elle reste cachère. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Vous ne pouvez pas l'utiliser. Faites attention, il y a une légende qui dit que une première fois, on peut utiliser une vaisselle non trempée. C'est pas juste. Même une fois, on n'a pas le droit d'utiliser. On en a déjà parlé il y a quelques semaines. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette nourriture? Il y avait toutes sortes de poissons, etc., des salades dans de la vaisselle qui exigeaient un trempage. Eh bien, c'est pas compliqué. Et je leur ai dit tout simplement, est-ce que vous avez de la vaisselle trempée? Il m'a dit trempée, peut-être pas, mais en tout cas, j'ai de la vaisselle jetable, en carton, en plastique, etc., jetable. Alors on dit, ben, c'est pas compliqué. Toute cette nourriture qui était dans les kélim non trempés, tu le transvases dans les kélim trempés et vous mangez tout ça. Voilà. Bikitsour, en deux mots, l'utilisation de kélim non trempés pour de la nourriture n'invalide pas la nourriture. Et je peux aller même plus loin. Une personne a préparé tout un repas, il a cuit, disons la dafina, etc., etc. Et puis, Erev Shabbat, on lui fait remarquer que toute la vaisselle dans laquelle il a préparé son Shabbat n'était pas trempée. Ça n'invalide pas, ça ne rend pas non cachère la nourriture. On transvase ça dans des kélim kshérim, bien sûr, et trempés ou bien qui n'ont pas besoin de trempage. Et c'est cachère. Voilà donc la première halakha d'aujourd'hui. Deuxième halakha aussi, on a eu l'occasion de parler de Bishulakoum. Je vous ai fait un chiour sur Bishulakoum. Vous savez tous qu'il nous est interdit de manger de la nourriture cuite par un non-juif. Pas toute la nourriture, pas tous les aliments. Par exemple, on a quelques exceptions. Les aliments qui sont mangeables crus, comme les fruits par exemple, eh bien, ils peuvent être cuits par un non-juif et ça reste cachère. C'est pour ça qu'il y a des terribles de manger des fruits au sirop, etc. Ça a été cuit dans les usines, etc. C'est permis parce que ces fruits en question, les pêches ou autres, sont mangeables crus. Donc, la cuisson n'interdit pas l'aliment. Par contre, si on a cuit des aliments qui ne sont pas mangeables crus, eh bien, non seulement l'aliment devient interdit, mais il interdit aussi les ustensiles. Les ustensiles dans lesquels on a cuit ces aliments, donc à chaud, bien sûr, eh bien, ces ustensiles ne sont pas cachers. Il faut les cachériser. Bon. Maintenant, il y a la question m'a été posée, donc il y avait un tas de vaisselle, il y avait de la porcelaine, des ustensiles dont la matière n'est pas cachérisable. Hein, comme vous savez, la porcelaine, tout ce qui est en terre, tout ça, c'est pas cachérisable. Alors on m'a demandé, est-ce qu'il y a une solution quand même? Alors là, j'ai une bonne nouvelle. Vous savez tous que Bishul Akoum, l'interdiction de manger de la nourriture cuite par un non-juif, c'est un issur des Rabbanan. Ramim qui ont interdit de manger pour diverses raisons. Entre autres, c'est Mishum Khatnout, hein, pour éviter les mariages. Quand on mange la même nourriture, on se rapproche et puis on peut tomber dans le problème des mariages mixtes. D'autres raisons aussi, c'est que si on les laisse cuire nos aliments, ils peuvent, par mégarde ou papa mégarde, ils peuvent mettre des aliments non cachers dedans. Donc, on ne mange pas de poisson, de la viande, des pommes de terre, etc. On ne les mange pas si c'est cuit par un non-juif. Maintenant, dans la mesure où la création de ce Issour, c'est une création des Rabbanan, c'est un Issour des Rabbanan, ils ont donné certaines portes de sortie concernant la nourriture, les kélim, pardon. Les kélim, Chachamim ont décrété que, bien sûr, tous les kélim en matière cachérisable, comme le fer ou le verre, on cachérise normalement, mais même les ustensiles qui sont faits en matière non cachérisable habituellement, comme la porcelaine,
la terre, Adama, toutes les matières non cachérisables, eh bien, peuvent se cachériser pour Bishul Goy. Donc, si un jour vous avez un accident de Bishul Goy, je vais vous apporter une anecdote hein, que j'ai vécu récemment. Un monsieur qui m'a posé certaines questions, et puis de fil en aiguille, j'ai réussi à savoir que dans cette maison, il y avait une nounou, donc une non-juive qui s'occupait d'aller chercher les enfants en fin d'après-midi à l'école, et qui s'occupait d'eux, et qui leur faisait à manger, qui leur faisait des omelettes, qui leur faisait cuire des œufs, etc., dans le four, bien sûr, four cachère, dans l'utile vaisselle cachère. Alors j'ai dit à toute personne que malheureusement, le fait d'avoir laissé cette nounou-là, cette dame non juive, faire la nourriture, donner à manger aux enfants, eh bien, ça a invalidé toute leur vaisselle. Waouh! Bon, je les ai tout de suite rassurés en leur disant que, bon, Rachel, ça va prendre peut-être un peu de temps, un peu de fatigue, mais il y a moyen de cachériser tous les ustensiles. Et c'est ce qu'ils ont fait, je leur ai expliqué longuement, à l'occasion, on reviendra sur ça à la route, comment on cachérise le fer, comment on cachérise le verre, comment l'ibunka, l'ibun khamour, agala, etc. Donc par le feu, par l'eau, etc. Donc tout a été cachérisé. Donc même les assiettes en porcelaine, tout a été cachérisé et ça marche pour l'interdit, pour le issour, qui s'appelle Bishul Akum. Voilà. Deuxième point, je pense que c'est bien de savoir ça, hein, c'est des hétérim qui évitent souvent des angoisses. Hein. Le premier, c'était qu'on avait sauvé toute la nourriture servie dans de la vaisselle non trempée. Le deuxième, c'est qu'on a pu sauver toute la vaisselle et la cachériser. C'était la vaisselle très très chère d'ailleurs. Hein. C'était bien content de pouvoir la cachériser. Deuxième chose, prenez quelques notes, hein, ceux qui peuvent. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses très très concrètes, hein, très, très lémassées. La troisième sheila qui m'a été soumise, alors c'est un autre registre, c'était une personne qui est un peu allergique au gluten. Je dis un peu parce que bon, si elle est vraiment allergique, il n'y a aucune solution. Il faut trouver des solutions pour manger autre chose que du pain ou des 5 céréales. Mais elle pouvait manger un petit peu quand même. Donc, elle recherchait, elle me demandait donc, est-ce qu'il y a moyen de faire un mélange de farine de blé, dont les quantités vont être déterminées, avec de la farine de kitniot, de millet, de sarrasin ou d'un autre kitniot, une autre légumineuse. Est-ce qu'on peut faire? Elle m'a dit par exemple, s'il y a un quart, un dixième, peut-être que la quantité de gluten que je vais ingurgiter est suffisamment faible pour ne pas me porter préjudice. Donc, quel est le din donc de ce pain, de ce gâteau, qui serait fait avec un mélange de farine de céréales avec de farine de légumineuses? Voilà donc la question. Et à partir de quand on va faire moti et Betilat Hadayim? Est-ce que sur ce mélange, sur ce pain donc de sarrasin mélangé avec des céréales, est-ce qu'on fait moti ou mésonote? En bracha chroma, est-ce qu'on fait alamechia ou birkat Amazon? Ce sont des questions toutes simples, mais extrêmement intéressantes. Et c'est sûr que j'ai vu que c'est un vendeur de pain comme ça qui vendait comme ça des mélanges de, céréales avec d'autres farines. Vous savez qu'à Pessah, il y a des gâteaux avec de la farine de pommes de terre même. Donc on peut imaginer qu'on fasse des pains avec de la farine, hein, de la fécule de pommes de terre et puis avec de la farine tout simple, quoi. Farine classique, de blé. Alors, quelles sont les quantités, je disais, en fait, quelle est la proportion? Voilà. Ça va être un petit peu technique, mais bon. Quelle est la quantité de céréales qui doit être dans le mélange pour que ce mélange prenne un din de gâteau ou de pain sur lequel on peut faire motzi? Donc, avant cela, savoir quelle est la bracha, avant d'arriver au mélange, à la taoroved et des choses, quelle est la bracha sur un pain qui est fait uniquement de farine de légumineuses, un pain de millet, un pain de sarrasin, pain noir, ça s'appelle le pain noir, uniquement avec cela. Dans la mesure où le sarrasin, le millet
n'est pas un céréale, la bracha rishona, que vous êtes né, vous avez un bon pain qui ressemble étrangement à du pain classique, le sarrasin, c'est chez Akot. Et même que vous en mangez jusqu'à en être rassasié, c'est boré nefashot, tout simplement. Donc rappelez-vous, c'est pas du pain. Parce qu'on appelle le pain habituellement, que la Torah appelle le pain lechem, lechem sur lequel on prélève la challah, sur lequel quand on est kové à Seouda, on fait motzi et birkat Amazon, etc., etc. Ça, ce n'est pas, c'est autre chose. C'est lumineux, c'est des légumes. Hein, vous pouvez vous rassasier avec 2 kilos de pommes de terre, on ne ferait pas birkat Amazon, faites boré nefashot à la fin. Donc déjà, ça c'est la bracha du pain de légumineux. Maintenant, les mélanges. Comment ça mélange? Lorsqu'on mélange les divers types de farine, pour que ce chéacol se transforme en moti, il faut que la quantité de céréales que vous mettez dans le mélange soit au minimum 1/8 du tout. Qu'est-ce que c'est ce chiffre de 1/8? Qu'est-ce que c'est 1/8? D'où ça sort 1/8? Alors, le chiffre d'1/8, je vais vous donner des termes un peu techniques, mais bon, on va tâcher d'expliquer au mieux et que ce soit bien clair. Il faut qu'il y ait une concentration de céréales par rapport au reste qui s'appelle kazaït birde achilat pras. Il faut qu'il y ait une concentration, en gros, je vais vous donner un chiffre, de 30 grammes. On va dire que le kazaït, c'est pas 30 grammes, mais on a l'habitude de 30 grammes hein, pour arrondir. Donc 30 grammes de farine de céréales dans une quantité qui s'appelle un pras c'est 240 grammes. Donc si vous faites un gâteau ou un pain dont la somme totale de la farine c'est 240 grammes, et dedans il y a 30 grammes de céréales, de blé, de seigle, de vraies céréales, 5 autres, et bien si à cette quantité-là, le mélange devient moti. Intéressant. Alors, si vous avez bien suivi mon calcul, c'est 30 sur 240, c'est 1/8. Peut-être c'est plus simple de visualiser le cas. Imaginez que vous allez faire 800 grammes. 800 grammes. Donc, il y aurait 100 grammes de farine de bleu et 700 grammes de farine de sarrasin. Pareil, c'est 1/8, c'est 30 sur 240. 1/8, c'est ce que l'on appelle dans la Gemara, kazaït birde achilat pras. Un kazaït dans un pras. Donc, c'est une concentration de farine de blé suffisante pour en fait transformer le mélange en quelque chose qui se rapproche beaucoup du pain. Et donc, on fait pachout, netilat et moti sur ce mélange. Donc, si un jour ça vous arrive de faire ce genre de choses, et la personne qui m'a consulté là-dessus, elle m'a dit, effectivement, si sur 240 grammes de pain, il n'y a que 30 grammes de céréales, ou si je fais 800 grammes, il n'y aura que 100 grammes de céréales, effectivement, c'est une quantité suffisamment faible de gluten, grâce à laquelle je pourrais manger. Enfin, ça dépend. Hein, il disait qu'elle pouvait manger un petit peu de pain, elle était limitée. Il y en a d'autres qui sont complètement interdits, je ne parle pas de ça. Une personne qui peut manger un peu de gluten, donc elle pourrait diluer donc ce gluten, donc cette farine, de telle sorte que la proportion sera 1/8 du total. Elle va faire méthylat et moti sur ce mélange. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'elle va faire birkat Amazon? Normalement, vous le savez tous, une petite parenthèse, quelle est la quantité minimale de pain que l'on doit manger pour faire le birkat Amazon? D'abord, pour faire Netilat Adaim, alors je me permets donc de vous rappeler certaines halachot là-dessus, si un jour vous voulez faire birkat Amazon, il faut manger au moins 2 kazetim, de l'ordre de 60 grammes de pain. Si vous mangez moins que cette quantité-là, moins que 60 grammes, en fait c'est 56, 54, 56, mangez moins, on fait Netilat mais sans bracha.
sans bracha. Donc, tâchez, quand on fait habituellement, on fait Netilat avec bracha, c'est évident, tâchez de garder dans la tête qu'il faut manger au moins 2 tranches de pain. Vous n'avez qu'à peser le pain, les chalot, comment ça fait. C'est dans les environs à peu près de 60 grammes. Et encore une fois, hein, ce n'est pas un shiur aujourd'hui de shiurim, si j'ose dire, parce que ce n'est pas vraiment le poids qui compte, hein, comme j'ai eu l'occasion souvent de vous le dire à l'époque de Pessah, quand on mangeait matzot et tout et tout. En fait, c'est le volume qui compte. Donc, ça, en gros, ça veut dire que c'est un cube qui fait à peu près 4 cm de côté. 4 x 4, 16, fois 4, 64. 64 cm3. En fait, c'est des centimètres cubes. Donc, imaginez un morceau de pain comme ça, de 4 sur 4 sur 4. Vous pouvez faire tranquillement Netilat Yadayim avec bracha si vous mangez ça. Si vous mangez moins, vous mangez la moitié, 30 cm3, on fait une Netilat sans bracha. Je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, en brachot, pas de Netilat, des brachot. Il ne faut pas tout confondre, il faut bien faire attention. Maintenant, j'ai une première halakha concernant le Netilat. Concernant les brachot, donc, on ne fera le Birkat Amazon que si on a mangé au moins 30 grammes de pain. 30 grammes. Donc, entre 30 et 60, on fait Birkat Amazon. Moins que 30 grammes, et en fait, encore une fois, le vrai chiour, c'est 27 cm3 de pain. Ça peut être moins que 30 grammes. Ça peut être même des fois, parfois 20 grammes. Alors, jugez ça en volume. Donc, ça vous fera un volume de 27 cm3. 27, d'où ça sort, c'est 3 fois 3 fois 3, 3 fois 3, 9, 3 fois 27. Donc, 27, auquel cas, on fait Birkat Amazon. Donc, pour faire un Netilat et Birkat, il faut 60. Pour faire le Birkat seulement sans Netilat, c'est 30. Maintenant, revenons au problème de mélange de céréales avec des légumineuses. Normalement, pour faire Birkat Amazon, il faut manger 30 grammes de pain. Mais là, puisque ce pain-là en question, c'est cette farine de céréales, est diluée dans 8 fois son volume, hein, rappelez-vous 30 sur 240 ou 100 sur 800, un huitième seulement du tout et de la farine qui appelle Birkat Amazon, donc on a un problème. Il faudra à la limite manger les 240 grammes de ce mélange, de ce pain-là, pour être sûr d'avoir mangé 30 grammes de farine de blé. C'est beaucoup. Alors, si on mange tout le pras est 240 grammes, on fait Birkat Amazon. Si on mange moins, 200, 100, jusqu'à 40, le Shulchan Aruch, c'est peut-être un peu étonnant, mais c'est comme ça. Pour vos discussions dans les poskim. Le Shulchan Aruch, le Mechaber, hein, le Yosef et le Rama sont poskim qu'on fait pas Birkat Amazon, on fait à la Mechia. C'est pointu, il faut bien faire attention. Donc je parle maintenant d'une personne qui a mangé un mélange de farine de blé avec de légumineuse. Pour faire Birkat Amazon, il faut qu'il en mange suffisamment de ce mélange pour être sûr d'avoir mangé 30 grammes de farine de blé. Donc dans mon cas, si elle a fait pile le shiur minimal, 30 grammes sur 240, il faut qu'elle mange tous les 240. On va prendre un exemple. Allez, on va faire un petit peu de mathématiques. Imaginons qu'une personne ait fait un pain comme ça. Eh bien, il a mis moitié-moitié. Pas 100 grammes sur 800 grammes. Moitié-moitié. Il a mis 500 grammes de farine de blé et 500 grammes de farine de légumineuse. 500 grammes. Bien pétri, donc bien homogène. Alors, combien doit-il manger? Voilà, un petit exercice, cher Talmidim. Petit exercice. Combien je dois manger de ce pain pour faire Birkat Amazon? Dans la mesure où dans ce pain, il y a une moitié de légumineuse et une moitié de farine de blé, pour être sûr d'avoir mangé 30 grammes, il faudra de ce pain, je viens de dire khati khati, hein,
Il faudrait que je mange le double, 60 grammes. Si je mange 60 grammes du mélange, je suis sûr que dans les 60 grammes, il y en a 30 de légumineuses et 30 de farine de blé. Voilà, petit exercice. C'est vrai que ça demande de la réflexion à chaque fois, mais bon, je sais qu'il y a des personnes qui sont bien contentes de savoir quoi faire avec tout ce type de pain. On trouve tout, il y a des magasins qui ne font que ça, qui ont toutes sortes de pains avec toutes sortes de mélanges, toutes sortes de proportions, aux besoins de chacun. Et une personne qui a besoin de manger très peu de gluten, et ben voilà, c'est comme ça qu'il va se comporter. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Allez, posez-moi quelques questions. Montrez-moi que vous avez compris. Allô? Allô? Pas de questions? Pas de réaction? Oui, bonsoir. Vous pouvez juste répéter le pourcentage par rapport au gâteau quand il est fait, au pain, pardon, quand il est fait avec gluten et avec farine de blé. S'il vous plaît, Ouais. j'ai pas enregistré. Je vous pose le pourcentage. Oui, s'il vous Le plaît. chiffre, c'est un huitième. Mais il faut s'exercer. Très Je vous bien. donne l'exercice. C'est un huitième. Ça veut dire, à partir de quand votre pain, il passe de chez Acol, d'accord, hein, par exemple, s'il n'y a qu'un dixième, un dixième de farine de blé, c'est chez Acol. Si vous avez Très fait un bien. pain avec 100 grammes de blé et 900 grammes de C'est ça. farine de sarrasin, c'est chez Acol. Mhm. Ça va chez Acol. À partir de quand ça passe de chez Acol à Moti? Quand Bah, s'il y a vous 200 grammes de gluten et, voilà. 1,6 kg Par exemple, au total. 8 fois, c'est 8 fois plus. Par Exactement. exemple, 1,6 kg. Il faut qu'il y ait ouais, 200 grammes voilà, voilà, de 100 farine de grammes blé. sur 800, ou bien le cas, c'est Kazaï Birder Pras, c'est-à-dire 30 grammes sur 240 grammes. 240 grammes, c'est le pras, et la quantité, c'est 30 grammes. Donc, si vous avez une concentration supérieure à 1 huitième, pardon, à 1 huitième, alors tout ce mélange-là, c'est devenu en quelque sorte du pain. Pas tout à fait à cause du Birkat Amazon, mais c'est presque du pain, donc on fait le motzi dessus, sans problème. Le problème, c'est le Birkat Amazon. Le Birkat Amazon, on le fera que si on est sûr d'avoir mangé 30 grammes de ce pain. C'est-à-dire qu'il faudra avoir mangé les 240 grammes en quelque sorte. Si vous avez fait pile un huitième, vous mangez 240 grammes. C'est dans 240, vous êtes sûr de manger les 30 grammes. Si maintenant, il y a une plus grande concentration, comme je l'ai dit tout à l'heure, khati, eh ben, si khati, c'est pas compliqué, il faut manger 60 grammes du mélange pour être sûr d'avoir pris khati, ça veut dire 30 grammes de céréales sur lesquelles on fait moti. Voilà, c'est pas très compliqué, hein. Si on a attrapé le point, ça marche comme ça. Je sais que ça sert beaucoup ce genre de calcul parce que des fois on est perdu dans les shiurim. Allez-y, autre question. Juste pour terminer, j'avais dit qu'il faut manger tout le pras, ça veut dire manger les 240 pour faire Birkat Amazon, mais si on mange moins, ce que je pense en général, cette dame-là, je ne pense pas qu'elle était prête à manger du 240 grammes de son pain, elle mangeait 50, 60 ou même 100 grammes, on fait à la méria. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un chidouche, ce dîner-là, comme ça on fasse Birkat Amazon sur qu'on mange tout ça, ou qu'on fasse à la méria, sur un mélange, où il n'y a que de la farine de blé, et il y a aucun jus de fruits, hein, parce que de la farine de blé avec de la farine de sarrasin ou de millet, c'est un chidouche. C'est pour ça que il y a pas ce qui m'apporte d'autres chitotes sur ça. Ils disent que non, on fait pas la méria, on fait boire des pachotes. Bon, je vous ai donné le psaque du Shulchan Aruch. Celui qui fait le psaque du Shulchan Aruch, il est tranquille. Donc, c'est comme ça que ça marche. Allez-y, autre question. Pas d'autres questions? Non? Passe à autre chose? Voilà. Donc, voilà, c'était je vous ai rapporté donc les 3 chélotes intéressantes que j'ai eues ces derniers jours. De la nourriture cachère présentée dans de la vaisselle non trempée, cachérisation de vaisselle devenue non cachère à cause de Bichougoy, et cette troisième question là des quantités donc dans les mélanges de farine de blé avec les autres farines.
Euh, Vous aurez peut-être remarqué que dans les exemples de légumineuses que j'apporte, je parle du millet, je parle du sarrasin, il y a le sorgho, il y a d'autres aussi. J'évite de parler du riz, parce que comme vous avez certainement entendu, le riz, il y a des discussions sur le riz. Il y a beaucoup de marloquettes. Sur le riz stam, hein, un plat de riz, cuit comme ça à l'eau, beaucoup de keilotes font mésonotes au début et Boré Nefashot à la fin. Mésonotes et Boré Nefashot. Alors, pourquoi Boré Nefashot? Parce que ce n'est pas un céréal. Il n'est pas question de faire avec la tamazone. Encore une fois, dans la mesure où on n'a pas mélangé avec de la farine classique. Maintenant, pourquoi la mésonote plutôt que chez Akol, comme la farine de sarrasin? Parce que la nous dit que le riz, c'est zan, ça nourrit quand même, ça ressemble beaucoup au pain, et donc beaucoup font mésonote. Adon Razaken, dans son Shulchan Aruch, il reste Bessafek. Il reste Bessafek. Il reste Bessafek, donc il ne tranche pas. Il Bessafek entre ressembler au gâteau, donc, ou bien de dire carrément chez Akol. Est-ce que chez Akol ou mésonote? Et il finit en disant Yochal Betoch HaSeuda. Donc, pour Adon Razaken, si on veut faire les choses bien, il faudrait manger du riz dans un repas de motzi pour éviter le problème. Bon, certains s'arrangent pour faire deux brachot. Ils commencent par un mésonote, donc mésonote, et ensuite par un shéakol. Et commencez par le mésonote, parce que si vous commencez avec le shéakol, c'est sûr que le shéakol, il acquitte n'importe quoi. Mais ça peut être un bédiavad seulement. Donc, on commence avec un mésonote, puis un shéakol, et certains même ajoutent Adama. Maintenant, une personne qui veut manger du riz, il n'a pas envie de s'ennuyer à faire 2 ou 3 brachot avant. Le psak de Morazaken, hein, c'est un peu particulier, c'est chez Akol. Morazaken, il dit, s'il n'y a pas le choix, si on n'est pas prêt à faire moti, on fera chez Akol dessus. Donc voilà. Donc dans le Tekilot Rabat, le riz se mangera ou bien à l'intérieur d'un repas, ou bien on acquitte avec plusieurs brachot à côté, ou bien carrément on fait chez Akol et pas mésonote. Contrairement aux grandes Keilot Sfaradiotes qui font mésonote a priori sur le riz. Voilà, ça c'est l'exception. Rav, j'avais une question parce que j'ai reçu aujourd'hui une information pour les wraps. En fait, une pâte motzi que j'ai faite, qui est donc motzi, paraît-il que si je la fais sur une poêle téflon, vous savez, on fait souvent même chez les Djerbiens, on fait une pâte de motzi, on la fait plate et on la met sur une poêle téflon sans huile. C'est pas vraiment une pita parce que les pitotes sont cuites au four. Alors, quel serait son statut? Elle reste motzi ou elle devient mésonote ou... Ouais. Parce Si qu'il n'y a elle pas veut- d'huile, il n'y a pas d'huile et elle n'est pas considérée comme frite. Vous voyez, c'est pour ça que je précise. Merci. C'est une bonne précision. Mhm. Si c'est frit, alors c'est déjà un autre guédère. Absolument. Hein. Oui. Comme les Si fricassés, par exemple. vous mettez même une petite couche d'huile pour pas que ça colle. Ça aussi, c'est pareil. Sauf, votre pâte, elle est cuite avec une chaleur ambiante qui est assimilable à la chaleur du four. C'est une chaleur du kéli qui est en dessous et de l'air chaud qui est C'est ça. autour. Et donc, ça garde son statut de moti. Très bien. Très bien. D'accord. D'ailleurs, on savait très Maintenant, bien il y a tellement de nouvelles formules de cuisson comme les air fryers, etc. Bon, mais air fryer, on est tenu de mettre quand même un peu d'huile si on. Mais bon, Oui. pour ça, déjà, je voulais me renseigner. Donc, ça reste motzi, hein? Très Ça bien. reste Vous savez que c'est le type de pain qu'on trouvait beaucoup en Afrique du Nord. Hein, Tout à fait. pas très très fin, qu'on faisait sur un sol, que ce n'est pas un four, c'est un sol chaud, bien sûr, un grand ustensile. Exactement. Ouais. Ça reste motif, il n'y a pas de problème. Merci. Je vous en prie. Alors, autre question? Allez, messieurs, dames, non, j'entends pas beaucoup de questions ce soir. Allons-y. C'est vrai qu'on a le mois de Tevet, hein, il fait froid, mais il faut se réchauffer. N'oubliez pas qu'on s'approche du mois de Shvat, hein, de Yud Shvat, la Nessio du Rabbi, donc il faut rester chaud avec l'aide d'Hachem.
Allez, autre question sur les brachot. Sinon, il nous reste quelques minutes. On va commencer une mélacha que je pense que nous n'avons pas eu l'occasion d'aborder les années passées. Pas de questions? Allons-y. Alors, s'il n'y a pas de questions, donc je vous propose de commencer une mélacha qui appelle beaucoup de détails. Juste avant, encore, je parlais il faudrait que je les consigne, il ne faut pas oublier. Il y a une chéla délicate qui m'a été soumise aussi. Beaucoup de gens demandent, Shabbat, a-t-on le droit de prévoir que la minuterie branchée à votre plata, elle éteigne la plata après le repas du vendredi soir, 11h minuit, disons. Elle réallume la plata, disons 11h du matin, Shabbat matin, de telle sorte que la daf soit chaude lorsque le papa rentrera de la journée. Question très, très d'actualité. En tout cas, beaucoup demandent cette question. Une des raisons, je pense, c'est parce que quand tu as des grosses chaleurs, les gens préfèrent ne pas avoir une plata qui chauffe tout Shabbat. Quelquefois, la cuisine est bouillante. Et donc, peut-être par économie, etc. Donc, quoi qu'il en soit, c'est une question qui est souvent demandée. Alors, sachez que, a priori, il n'y aurait pas de problème, mais après réflexion, ce n'est pas évident du tout. Alors, pourquoi a priori, il n'y a pas de problème? Parce que, réfléchissons, le minag s'est instauré dans le monde qu'on utilise des minuteries qui éteignent et qui allument les lumières dans les maisons. Bon, ça c'est admis, dans toutes les maisons, on met des minuteries qui allument et qui éteignent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'est pas metsuvé al shivitat kedim. On n'a pas l'ordre dans la Torah que nos ustensiles se reposent au Shabbat. On a une mitzvah que notre famille, bincha, bitra, Avdecha, ton esclave, tes animaux, tout ça, tout ce qui t'appartient aux Juifs, eh bien, il doit se reposer. Mais il n'est pas marqué que nos ustensiles doivent se reposer, n'ont pas le droit de travailler pour nous. Donc, s'il y avait un ustensile, à la limite, qui va cuire quelque chose pendant Shabbat, dans l'absolu, ce n'est pas interdit. Et je n'en veux pour preuve que une halakha sur laquelle on est revenu à de nombreuses fois, c'est qu'il est permis de laisser sur un feu non couvert, et pas garou katoum, un repas, je parle de minag Chabad, minag Chabad, d'être méquille que quand le repas il est cuit ou à la moitié ou au tiers, selon les cas, on peut laisser le repas sur la plata qui va finir la cuisson, ou sur le feu qui va finir la cuisson. Même un feu non couvert, c'est pas au katoum, si c'est cuit, on avait appelé ça, rappelez-vous, Mahal Ben Drossa, une certaine quantité de cuisson. Eh bien voilà, les machines continuent à cuire. Ça cuit en Shabbat, on mange la chose, c'est permis. Une autre halakha que souvent on oublie, il n'y a pas d'interdiction de laisser un repas complètement cru, s'il vous plaît, sur un feu, si le feu est couvert, et la plata de Shabbat est considérée comme un feu couvert, on pourrait mettre une daf complètement crue à l'entrée de Shabbat, elle va se cuire pendant Shabbat. Si on est sûr, bien sûr, que ça va se cuire. Hein. On a une plaque sérieuse, on est sûr et certain que ça va cuire. C'est permis. Ah bah là, donc ma plata est en train de cuire, est en train de cuire les aliments. Et ben, la casserole qui contient des aliments, elle est en train d'aider à la cuisson. Donc, vous voyez bien que les kédim, ils peuvent travailler pour nous. Shabbat, il n'y a pas d'interdiction. Alors, pourquoi ferait-on une différence entre ces cas que je viens de citer et puis le cas où la minuterie va mettre la plata en marche et puis ça va cuire la chose? Alors, beaucoup de discussions. Je ne vais pas rentrer dans la discussion, mais les grands postes qui me parlent de ça. Effectivement, en supposant que l'aliment qui est sur la plata, bien sûr, depuis avant Shabbat, il n'est pas question de le mettre sur la plata, même quand elle n'est pas en marche, quoi que ce soit. Hein, on participe à la chose. Mais disons que tout était sur la plata depuis l'entrée de Shabbat. Si l'aliment en soi, il n'y aura jamais de bichoul, il a été cuit entièrement. Par exemple, c'est d'avar yavesh, un pain, un gâteau, une viande qui ne trempe pas dans une sauce, etc. Davar yavesh, en bichoul, acha bichoul. Il n'y a même pas un sort de bichoul. Ça, c'est déjà beaucoup plus facile de permettre. Mais je ne suis pas au bout. Mais si vous laissez la dafina froide
ou chaude à l'entrée de Shabbat, puis qui va refroidir, parce que la plaque va s'éteindre à 11 heures du soir, et puis elle va réchauffer. N'oubliez pas que dans la DAF, dans les aliments qu'on peut laisser, il y a du liquide. Et nous, on tient que Yesh Bishul Acha Bishul Bedavar Lach. Il y a interdiction de cuisson dans les choses liquides. Un liquide qui a été cuit, bouilli et qui a refroidi, il est interdit de le réchauffer. Donc, en quelque sorte, lorsque la plata va se remettre en marche, elle va recuire ces liquides-là. Donc, il y a une cuisson, il y a une melacha qui se fait. Alors, vous me direz alors, oui alors, comme je vous disais au début, on pourrait laisser sur la plata à l'entrée de Shabbat un aliment cuit qui va se cuire pendant Shabbat. Vous voyez? Donc apparemment, il n'y a aucune interdiction de ça. Bien sûr, il peut y avoir un rachash, il peut y avoir un risque que pas tout le monde est au courant que la plata vient se mettre en marche. Donc à 11 heures, vous allez prendre un enfant ou quelqu'un qui n'est pas au courant, il va prendre la DAF, il va se servir un petit peu, il va le remettre sur la plata. Là, c'est catastrophique. Parce qu'étant donné qu'elle n'a pas rebouilli votre DAF, donc la remettre sur la plata, c'est la cuire. Donc ça, c'est un rachash, une crainte, vous pouvez imaginer. Mais il n'y a pas vraiment de issour. Si on est sûr qu'on ne va jamais y toucher, on va trouver un cas comme ça. Elle se remet en marche à 11 heures. On est sûr qu'à 1 heure de l'après-midi, on ne mange jamais avant 1 heure. Le papa il rentre de la choule à 1 heure. Donc on est sûr qu'en 2 heures, c'est bouillant et on n'en parle plus. On ne touche pas avant 1 heure. Dans l'absolu, il ne devrait pas y avoir de issour. Malgré tout, j'ai regardé, j'ai compulsé un petit peu les grands poskim. Les grands poskim de la génération interdisent ça. Rabbi Shefachin, par exemple, vraiment grand poskim, ils disent qu'il y a un concept qui s'appelle Ouvdin Dechol. Ouvdin Dechol, il y a plusieurs exemples, on va voir sur ça. Ouvdin Dechol, notamment, c'est un maasé, un acte qui rappelle le Chol. Finalement, il y a des machines qui se mettent en marche pendant Shabbat. Ce n'est pas qu'elles sont, dans le cas premier, on a mis à l'entrée de Shabbat, ça continue à cuire. On ne fait aucun acte, on ne fait aucun maasé pendant Shabbat. Mais là, il y a quelque chose qui se fabrique, qui se crée pendant Shabbat. La minuterie, elle fabrique quelque chose pendant Shabbat. Ce n'est pas que ça a été la melacha continue pendant Shabbat, alors que non, le liquide il a refroidi, et donc la melacha commence pendant Shabbat. C'est vrai, avec des moyens techniques, avec des robots, avec des machines, etc., etc. On appelle ça Ouvdin Dechol. C'est un petit peu comme si, imaginons qu'on ait des robots qui vont se réveiller Shabbat et se lever et laver la maison, etc., etc. Ça ressemble un petit peu, disons, à Amiral Egoy. Demander à un non-juif de travailler pour nous, qui n'est pas interdit d'après la Torah, mais que les Chachamim interdisent, parce que sinon, c'est Shabbat Rachol, ton Shabbat va devenir Chol. Donc vous voyez que c'est un concept qui ça ressemble à un Mazé de Chol. On voit bien quelque chose qui était cru, hein, l'eau était crue, hein, tous les liquides qui étaient sur la plata, ils ont refroidi, donc ils sont crus maintenant, et bon, ils vont se réchauffer, ils vont se cuire pendant Shabbat, ça ressemble à un Mazé de Chol. Donc, la conclusion de tout ce que je viens de vous dire, c'est que je conseille vivement, bien qu'on puisse trouver des hétérines, je conseille vivement, en tout cas, moi, c'est pas interdit, des grands possibles interdits, de remettre en marche donc, la plata à 11 heures du matin pour avoir une DAF chaude. Une chose qui est par contre permis, ça n'a rien à voir avec ma Serhol, c'est vraiment, surtout que ça ne se voit même pas, il n'y a aucune conséquence dans les melachot, c'est faire éteindre la plata, on va dire à 2 heures de l'après-midi, Shabbat, pour pas qu'elle brûle pour rien tout le restant de Shabbat. Ça oui, il n'y a aucune conséquence, il n'y a pas une melacha qui se fait, il n'y a pas une cuisson qui se poursuit, rien. Ça éteint, c'est tout. C'est comme ça, ce cas ressemble au éther que nous avons tous, à savoir le éther d'allumer des lumières ou d'éteindre des lumières avec des minuteries. Ça, c'est permis. Voilà, je tenais à vous dire ça après parce que c'est une très grande arichoute dans les poskim sur ils allongent beaucoup pour savoir si on peut utiliser donc et surtout ce serait tellement pratique effectivement hein, d'éteindre, d'allumer la plata, etc. Par contre, Yom Tov, tout ça c'est permis. Hein. Yom Tov c'est bien pratique. Hein, des fois on a 3 jours, hein, surtout en route ça l'arrête. On a 3 jours, on a jeudi, vendredi, samedi, c'est bien pratique des fois d'éteindre la plata, sachant qu'elle va se rallumer le vendredi à midi, on pourra faire cuire à ce moment-là. Voyez. Voilà donc pour les petites halakhot qui m'ont été donc soumises ces derniers temps.
Raja grave, parce que moi-même, j'en ai parlé ce Shabbat avec une dame. Nous étions à table ensemble et beaucoup, beaucoup, beaucoup le font maintenant. Moi, je n'ai jamais pris pour habitude de le faire, mais sachez quand même que dans l'absolu, ceux qui se permettent, ce que j'ai entendu autour de moi, ceux qui se permettent de le faire, ce sont souvent des repas secs, style des rôtis, des choses comme ça. Mais rares, franchement rares autour de moi ont été des personnes qui vont mettre, par exemple, un bouillon ou une daf liquide sur la plata de Shabbat. Voilà. Ça c'est bien, ça c'est bien. C'est déjà beaucoup, Voilà. beaucoup mieux. Ça veut dire c'est ceux qui se permettent vraiment que j'ai entendu, c'est parce que c'est une viande sèche ou un rôti, etc. Et deuxième chose, je voulais juste vous demander, je me suis rendu compte, Yom Tov, que quand je mettais du riz, par exemple, le deuxième jour, du riz dans de l'eau, il cuit sur ma plata. Donc, à la limite, ce que vous avez dit par rapport, si on a oublié de faire un riz, par exemple, ou des pâtes dont on aurait besoin, ou un accompagnement du vendredi soir, on pourrait le mettre juste à l'entrée de Shabbat, mettre du riz dans de l'eau et le laisser cuire jusqu'au lendemain ou le laisser sur la plata afin qu'il cuise. S'il est bien sûr complètement cru. Donc ça, c'est permis. C'est permis, madame. Je répète, donc, ça, vous pouvez le dire autour de vous, s'il n'y a pas de discussion sur ça. Attention, je dis bien, c'est sur la plata ou un feu vraiment couvert. Vous voyez, un peu la gazinière avec un plateau Oui, dessus. oui. Non, la plata de Shabbat, puisque moi, j'ai déjà expérimenté, je sais qu'elle cuit. Yom Tov, elle m'a déjà fait du riz, d'accord. Donc, on peut le faire. Shabbat, juste à l'entrée, on pourrait le faire. Quelque chose de cru sur votre plata. Si on a oublié. Et vous la mangez le Shabbat midi. C'est permis, il n'y a aucun problème. Très bien. OK. Merci. Voilà. Merci, Rav. Voilà. Alors bon, je vais quand même, je vous ai promis la mlacha de Ben Abed, je vais dire une ou deux là, juste pour commencer. Donc, on va faire une mlacha, surtout que Gérard m'a demandé de ne pas empiéter parce qu'il n'y a qu'un plateau, donc avec le Raphaël qui va parler de Chassido tout à l'heure. Donc, on va tâcher de garder le petit espace qui nous est consacré. Donc, on va aborder la mlacha de Ben Abed. C'est bon, il sera sur une autre plateforme. Les lessivés, donc lessiver, c'est vraiment très très large. C'est très large. Il y a d'abord les tissus. Je vais vous dire une petite introduction. Bien sûr, c'est interdit de laver le linge. Donc, il y a les tissus, il y a les peaux et les plastiques, et il y a les surfaces dures comme une table. Alors, laver une table, s'il y a des taches, s'il n'y a pas un problème de srita, hein, d'essorer, il n'y a pas d'interdiction. Enlever une tache sur une table parce qu'il est une surface dure, c'est pas mélabel. Par contre, parce que ménabel par définition, lessiver, c'est extirper la saleté qui est rentrée dans un tissu. Hein, des fils comme ça qui sont tissés les uns avec les autres. Eh bien, c'est extirper la saleté, non, c'est ça ménabel. Maintenant, vous avez une darga intermédiaire. Vous avez entre le tissu et la surface plane. Un kéli, par exemple, on parlait d'une table, il y a un kéli. Un kéli, on peut enlever une tâche, n'importe quelle tâche sur un kéli sans problème. Tant qu'on n'utilise pas une éponge ou on fait srita, il n'y a pas de problème parce que ce n'est pas ça que la Torah appelle mélaben. Mélaben, c'est extirper, quelque chose qui est pénétré. Par contre, la Torah nous dit que la peau, c'est une darga intermédiaire. Ce n'est pas comme une surface plane, mais ce n'est pas non plus comme un tissu, c'est intermédiaire. Et donc, ce qui sera interdit dans ce cas-là, c'est frotter une tache sur du cuir, sur un vêtement en cuir. Par contre, le mettre dans de l'eau, comme ça, ce n'est pas interdit. Alors qu'un vêtement en tissu, même mettre dans l'eau, le trempage seulement est interdit. Voilà, ça c'est une petite introduction. Mais si c'est un tissu, méfiez-vous beaucoup, 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 beaucoup. La moindre tache d'eau, le cas classique, hein, je répète souvent cette halakha, parce que je vois devant moi, certains le font, quand tu as une petite tache sur sa manche, personne il a tendance à mettre le doigt sur la langue, prendre un petit peu de salive et mettre ça sur la tache et frotter. Ça peut être un issour Torah, s'il vous plaît. La salive, c'est un liquide qui touche une saleté, qui a pénétré le tissu, ça peut être un issour Torah. Donc faire cet acte-là, c'est vraiment interdit. Voilà, je vous dis que 2 ou 3 Excusez-moi, une petite question, s'il vous plaît, bonsoir, pour revenir à ce que vous disiez, se permettre de mettre qu'un huitième de blé et de compléter, par exemple, avec de la farine de sarrasin. Alors, sur le marché, acheter de la farine de sarrasin, est-ce qu'il faut une théouda, une ashgara, ou c'est pas à peine? Écoutez, la vérité, je n'ai pas une connaissance précise pour votre question. Je peux me renseigner. Est-ce que, vous demandez en d'autres termes, est-ce qu'il y a un rachage dans la farine de sarrasin?
Oui, c'est ma question. J'ai pas entendu qu'il y en ait, mais je voudrais, comme je vais pas vous répondre comme ça sans vérifier, vous voyez. J'ai pas entendu qu'il y en ait. Et Parce que est-ce qu'il faudra tamiser également? il n'y a aucune raison de ne pas tamiser. De la même manière que dans la farine de blé, moi je veux bien qu'il y a beaucoup de gens qui veulent dire que c'est pas la peine, elles sont propres et tout. Moi je conseille vivement, on a pris l'habitude de tamiser. On ne sait jamais, on a trouvé des choses, des petits moucherons parfois, donc il faut tamiser. Bon, maintenant si vous avez acheté un paquet de 20 kilos et vous avez fait 2, 3, 4 kilos et c'est impeccable, ok, ça donne une chazaka, une présomption sur le reste. Mais sinon, de manière générale, on peut acheter parfois des paquets qui ont traîné dans un magasin et qui peuvent avoir formé des tolailles, on ne sait jamais. Voilà. Merci bien. Et pour la farine complète, oui, C'est pareil. lorsqu'on la tamise, Oui, excusez-moi, bonsoir. Raph. Concernant Oui. la farine complète, c'est vrai que quand je tamise la farine complète, il reste toujours une partie qui ne peut pas passer sur le tamis. Concrètement, qu'est-ce que je dois faire avec ce tas? Est-ce que je dois le vérifier? Est-ce que je peux l'utiliser ou je dois le jeter? Vous dites sur les restants. Oui, voilà, ce qui passe pas Les restants. pour la farine complète. Vous demandez ce qui reste dans le tamis après le tamisage, est-ce Oui. qu'il y a un hachage qui a des saletés dedans? Ouais. Ça, il faut que je me renseigne encore une fois. Ça, je n'ai pas un grand chimouche là-dessus, mais c'est intéressant parce que je connais des personnes qui font régulièrement du pain complet. Et je Oui. vais voir si c'est une gamme. Blinéder, je garde vos questions et je tâcherai d'y répondre dans les semaines qui viennent. Blinéder. C'est gentil, merci Raph. Je vous en prie. Raph, je crois que c'est assimilable comme du son, en fait, qui reste dans la passoire. Non, j'ai pas le moins de safek. Ouais, c'est sûr, ça, ce qui bien reste, c'est sûr. cachère. Mais je comprends. On me pose, est-ce que avec ce son, il peut y avoir un khajat de tolaïm ou autre chose, ce qui fait que si, imaginez qu'on ramasse tout ce son, on fait une espèce de petit gâteau avec, est-ce qu'il n'y a pas de problème? Ça, je ne veux pas m'engager avant d'avoir l'enseignement. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Voilà. Ok. Et encore juste Pardon. Allez-y. Merci. Non, c'était juste sur la dernière mélacha dont vous aviez parlé. Alors, en fait, c'est les éponges qui sont autorisées pour Shabbat, en fait, qu'on achète et qui viennent d'Israël. Donc, en fait, leur intérieur, c'est plastifié, ça n'absorbe strictement rien. Je me suis toujours posé la question. Pourquoi? Parce qu'en plus, il y en a qui sont similaires d'apparence, mais il faut vraiment acheter avec la surveillance dessus, Shabbat, éponge de Shabbat. Mais qu'est-ce qui les différencie? C'est l'intérieur, parce que beaucoup nous disent « Ah ben non, il n'y a pas de différence, regardez, il n'y a pas de différence. » Mais moi, je veux dire, je me réfère à ce qui est marqué sur le sachet. Quand il y a marqué Shabbat, alors je l'utilise. Oui. Et ça voudrait dire que leur intérieur est différent, la composition. Le concept, on verra le biais d'air, je donnerai une réponse. Je veux pas trop, il y a Gérard qui m'a bien recommandé de ne pas trop empiéter sur le temps. Mais les éponges, par exemple, en fer, vous savez bien que les fers, à l'intérieur, il y a beaucoup d'espace. Donc, c'est pas le guédère de Srita, c'est quand le concept d'essorer, c'est quand ça rentre dans vraiment le tissu lui-même. Mais ça. quand ça avait toutes Comme une mousse, par exemple. Ou... Une mousse, etc. Mais exactement, oui, tout à fait. Puisqu'on peut même laver la vaisselle avec un plastique, en fait. Exactement. Et je pense que ceux qui font ces éponges en Israël, ils s'arrangent pour que la matière soit déplaçante. L'eau, elle est finalement dans des trous qui sont à l'intérieur, mais ça ne pénètre pas vraiment. Comme dans les plastiques. Les plastiques sont mouillés. Comme un plastique, exactement. Ça donne envie de la couper en deux, d'ailleurs, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Exactement. Merci, Raph. Très bien. Chazak pour votre attention et qu'on continue comme ça à prendre la Torah. N'oubliez pas, la Torah, c'est l'union, le Yichud Nifla, nous dit le Tanya, Perek He, c'est le Yichud Nifla avec Dieu. Ça nous paraît bizarre, mais une petite halakha d'éponge, des trucs, ces petites bricoles, comme on dit, et de sarrasin, tout ça, c'est amener Dieu dans ce monde. Ça nous donne un grand chizouk de continuer jusqu'à ce qu'on voit ça avec nos yeux de chair et de sang, qu'avec l'arrivée de Mashiach, Bezat Hashem. Voilà. Shabbat tov. Kotov, Shavuot. Amen. Amen.